Bonjour, je vais poursuivre la tentative de faire des comptes rendus de jeux de rôle également en audio, donc avec la troisième séance du scénario pour l'appel de Cthulhu intitulé Au-delà des limites, qui est issu du supplément Les Secrets de San Francisco. Donc je vous rappelle brièvement qui sont les 6 personnages, les 6 joueurs étaient présents, donc il y avait Bobby Traven, le détective privé, Eunice Bessler, l'actrice, Gordon Gore, le dilettante, Trevor Pierce, le journaliste d'investigation, Veronica Sutton, la psychiatre, et enfin Zheng Zhou, le domestique. Mardi 3 septembre 1929, 17h, devant l'appartement des Colbert, 1120 Clay Street, Nob Hill, San Francisco. Gordon Gore, Veronica Sutton, Eunice Bessler et Trevor Pierce sortent de l'appartement de Harold et Judith Colbert et retrouvent Zheng Zhou qui les attendait en bas, gardant la Rolls-Royce Phantom One du dilettante. Il est environ 17h et la suite se déroulera probablement au Petit Prince, restaurant français du Tenderloin où ils espèrent trouver Jonathan Colbert, ou du moins son associé Andy Mackenzie, sinon le patron de l'établissement, un dur du nom de Parker Biggs. Gordon se rend dans un café tout proche pour téléphoner à Bobby Traven, qui, après sa déconvenue à la résidence Whitman, dont il n'a guère parlé aux autres, et Eunice guère plus, était retourné à son agence dans Mission District pour se remettre et faire le point. À demi-mot seulement, Gordon a compris que les choses s'étaient mal passées à Pacific High et craint qu'ils aient été grillés, mais Bobby fait celui qui ne voit pas de quoi il parle. A-t-il quelque chose de spécial à faire? Quant à eux, ils vont se rendre au Petit Prince. Or, le détective privé est un habitué du Tenderloin. Il en fait état et propose de les retrouver au restaurant français dans 1 heure ou 2, le temps que l'établissement ouvre, vers 18h ou 19h. Mardi 3 septembre 1929, 18h, rue du Tenderloin, San Francisco. Le Tenderloin n'est guère éloigné de Nob Hill. Le restaurant n'étant pas encore ouvert, tous ceux qui se trouvaient chez Harold Colbert décident donc de s'y rendre à pied, à un rythme modéré, car Veronica Sutton, qui aime ce genre de promenade, et en fait une tous les soirs en principe, vers Fisherman's Wharf, ne peut cependant pas marcher à un rythme soutenu très longtemps avec sa mauvaise jambe. À mesure qu'ils approchent du quartier, ils sont amenés à porter une attention particulière, et sans doute inédite, aux clochards qui y résident, dans les ruelles sombres tranchant sur les avenues très passantes. Trevor Pierce tout particulièrement ouvre l'œil après son expérience déconcertante de la nuit dernière, mais tous ont par ailleurs en tête les remarques étranges faites par Clarice Whitman au sujet des sans-abri du quartier. Le Petit Prince n'est pas encore ouvert, aussi font-ils le tour du quartier en attendant aux aguets. Et Trevor Pierce a une idée. Jonathan Colbert ayant semble-t-il disparu depuis quelque temps, ne serait-il pas devenu lui aussi un de ces clochards du Tenderloin? Veronica Sutton ayant obtenu une photo du jeune homme, peut-être faudrait-il la montrer à des sans-abri et... Mais Zheng Zhou, courtoisement, l'interrompt. Ça ne lui paraît pas être une bonne idée. Concernant le peintre, la piste de son associé Andy Mackenzie semble plus fructueuse, et s'il pose trop de questions dans les environs, ça pourrait remonter au petit escroc, qui ne s'en méfierait que davantage, et ça pourrait anéantir leur chance de mettre la main sur lui. Trevor, un peu séché par la réplique du domestique, n'insiste pas, et Gordon admet que Zheng Zhou dit vrai. Pour l'heure, ils vont se contenter de flâner dans le quartier, attentifs, sans être indiscrets. C'est l'heure où les restaurants français commencent à ouvrir. Les principales artères sont donc relativement animées, même si elles le seront bien plus quelques heures plus tard. Mais déjà, quelques passants sont visiblement un peu éméchés. Bon, c'est plus pittoresque qu'autre chose. Le quartier est tout en contraste avec ses grandes rues passantes et bien éclairées comme Ellis Street sur laquelle donne la façade du Petit Prince, tandis qu'à l'arrière, mais parfois juste à la lisière, se trouve un réseau de ruelles plus sombres. Le soleil ne s'est pas encore couché à cette heure, où la population n'est clairement pas la même. Les minutes passent sans que la moindre scène sorte de l'ordinaire du quartier, mais ils sont tous plus attentifs au comportement des sans-abri qu'ils ne l'auraient été encore la veille, à la différence des autres passants de la grande rue. Et Zheng Zhou, de manière plus précise, remarque enfin quelque chose d'étrange, qu'il désigne sans un mot à Veronica Sutton, juste à côté de lui. Vers le milieu d'une ruelle toute proche se trouve un petit rassemblement de sans-abri, hommes, femmes, jeunes, vieux, c'est très disparate, mais ils suintent tous la misère. Cependant, le domestique entreaperçoit au niveau du sol les jambes d'une jeune femme assise, avec des bas certes en mauvais état, mais qui étaient sans doute luxueux il y a peu encore. Clairement pas ce que l'on attend comme vêtements pour une clocharde. De là où il se trouve, il est cependant impossible d'apercevoir le torse et la tête de la jeune femme, car d'autres sans-abri sont dans le champ,
seulement ses jambes, avec ses bas donc, et par moments sa jupe relativement courte ou remontée, mais cela a suffi à interpeller Zheng Zhu. Veronica Sutton remercie Zheng Zhu d'un hochement de tête, puis leur petit groupe s'étant arrêté à leur suite, elle fait signe à Gordon Gore qu'elle va jeter un coup d'œil de plus près. En aucun cas toute seule, madame, lui dit le domestique, qui ajoute à l'attention du dilettante qu'il va l'accompagner, la psychiatre. Les autres resteront en arrière, prêts à intervenir le cas échéant, mais débouler en masse dans la ruelle risquerait autrement d'inquiéter les clochards. Véronica s'engage donc lentement dans la ruelle, en accentuant un peu sa claudication, et Zheng Zhu la suit à quelque distance. La psychiatre remarque que les sans-abri de ce petit groupe diffèrent par leur comportement. Certains sont visiblement en piètre état, mais clairement présents, attentifs à ce qui les entoure, et intrigués, sans être hostiles, par cette dame entre deux âges qui les approche. D'autres, par contre, et tout particulièrement ceux qui entourent directement la jeune fille assise, sont beaucoup plus dans le vague, hagards, hébétés. Véronica continue d'avancer vers la jeune fille, en faisant avec plus ou moins de conviction celle qui ne sait pas vraiment où elle se trouve et qui cherche son chemin. Puis un des clochards du premier groupe s'adresse à elle d'une voix alourdie par la boisson. « Faire attention, madame. Nana, c'est proche trop. Paf, disparu !» Puis il éclate de rire et s'éloigne dans une autre ruelle, en titubant un peu. Les autres sans-abri, quels qu'ils soient, ne réagissent pas, même si certains ont tourné la tête en entendant ces paroles. Gordon Gore n'est pas rassuré par cette interpellation et adresse un regard inquiet à Zheng Zhu, qui se rapproche de la psychiatre. Veronica Sutton arrive maintenant à portée de la jeune femme. Elle constate qu'elle est effectivement vêtue d'atours luxueux, même si souvent effilés, etc. En tout cas, sa jupe et ses collants font cette impression. Par contre, c'est comme si on avait entassé sur elle, en tout cas sur son torse, d'autres vêtements, très divers, un pull troué, une chemise masculine, etc., visiblement récupérés dans des poubelles ou ce genre de choses, comme pour lui tenir chaud. Mais la psychiatre ne voit toujours pas le visage de la jeune femme, qui est totalement immobile, mais elle respire, sa poitrine se soulève sous les hardes, car elle a la tête penchée en avant, presque entre ses jambes. Véronica ne voit donc que sa chevelure noire et bouclée, et sans doute permanentée il y a peu encore. Elle s'agenouille à côté d'elle, sans susciter la moindre réaction chez les clochards à côté, et lui relève lentement la tête avec une grande douceur. Ce n'est pas Clarice Whitman, impossible de se méprendre. Par contre, elle a probablement le même âge, et la psychiatre suppose à ses traits, sa coiffure et surtout à ses vrais vêtements, même s'ils sont en très mauvais état, qu'elle est d'une extraction sociale comparable. La jeune fille est totalement absente, les yeux dans le vide, et Véronica constate qu'elle présente ces taches étranges et obscures dont parlait Clarisse dans sa lettre à Jonathan Colbert, et également mentionné par Bobby Travan et Trevor Pierce, faisant le récit de la scène déconcertante à laquelle ils avaient assisté durant la nuit dans ce même quartier. Ce n'est pas de la saleté ou même du maquillage, c'est comme s'il s'agissait d'une ombre, d'un effet de réflexion de la lumière. La psychiatre a une réaction instinctive de recul. Toutefois, nul besoin d'un examen médical approfondi pour comprendre que la jeune fille est dans un état de faiblesse extrême, dû de toute évidence à la malnutrition, et il faut l'hospitaliser d'urgence. Veronica Sutton se relève sans rien dire et revient auprès de ses associés, alors même que les clochards présents s'esquivent discrètement dans toutes les directions, visiblement guère désireux d'être mêlés à ce qui se passe ici. Les sans-abri qui ont le regard dans le vide, par contre, n'ont pas le moins du monde réagi et conservent la même attitude à garde. Ils n'ont pas prêté la moindre attention à Veronica, laquelle explique à Gordon Gore ce qu'elle a trouvé, en insistant sur le fait que la jeune fille doit être hospitalisée immédiatement. C'est une question de vie ou de mort. Elle présente par ailleurs de nombreuses similarités avec Clarice Whitman, et la psychiatre suppose donc qu'elle est liée à leur affaire. Le dilettante lui intime de faire attention. Peut-être son état est-il contagieux. Il faut contacter les urgences par téléphone. Le Petit Prince doit être ouvert maintenant, ils vont s'y rendre pour appeler, dont Véronica, afin de livrer un diagnostic précis aux ambulanciers. Mais il ne faut pas laisser la jeune femme seule. Eunice Bessler se porte volontaire pour la veiller, mais ne cache pas son inquiétude. Zheng Zhu la rassure, de toute façon, il comptait rester lui-même jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Le domestique en profite d'ailleurs pour suggérer qu'ils ne forment pas un seul groupe dans le restaurant français. Mieux vaudrait pour eux se répartir en 2 tables différentes. Si cela devait mal tourner pour un groupe, l'autre serait toujours en mesure d'agir. Gordon Gore lui adresse un grand sourire, puis dit à la cantonade « Vous voyez, la voix de la sagesse, ça c'est ce bon Zheng. » Mais qu'ils prennent garde, le quartier est mal famé. Bien sûr, le domestique est armé. Une arme? Jamais, monsieur, lui répond-il avec un sourire de connivence.
Trevor Pierce signale un peu benoîtement qu'il est armé, lui, il pourrait peut-être rester également au cas où. Et Eunice lui dit de ne pas s'inquiéter, elle est aussi armée, un petit Derringer, et elle sait s'en servir. Zhengzhou dit qu'il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter, visiblement conscient de ce que leur compétence avec des armes est au mieux suspecte, s'il n'en fait pas état, mais le journaliste choisit de rester quand même. Gordon et Veronica se rendent donc seuls au Petit Prince, la psychiatre presse le pas, il y a urgence. Mardi 3 septembre 1929, 18h30, Le Petit Prince, 282 Ellis Street, Tenderloin, San Francisco. Bobby Traven se trouve déjà au Petit Prince. Il s'y est rendu dès l'ouverture. Il connaissait vaguement l'établissement, mais sans l'avoir jamais vraiment fréquenté, ayant ses habitudes chez Francis. Bobby s'avance lentement vers la réception, qui fait aussi office de bar, visiblement, en jetant un œil à la décoration du restaurant. Nombre de tableaux, pour l'essentiel des nus, la clientèle n'étant rien choquée. Le Petit Prince, à cet égard, n'a rien à voir avec la Russian Gallery, encore moins avec le Palace of Fine Arts. Mais ce qui attire le plus l'attention n'a pas grand-chose à voir. C'est, au-dessus du comptoir, un portrait de l'empereur Norton Ier, figure très populaire que tous les San-Franciscains connaissent, même s'il est mort il y a une cinquantaine d'années déjà. Une décoration disparate donc, mais Bobby en retire l'impression d'un établissement qui a une certaine tenue, dans sa catégorie bien sûr. Un coup d'œil à la carte renforce ce sentiment, les prix sont raisonnables, les plats plus divers et même plus sophistiqués que chez Francis, à vue de nez, mais les cuisines venant d'ouvrir, Bobby ne peut pas encore juger de leur aspect. Les tables sont nombreuses enfin, le Petit Prince peut facilement accueillir dans les 80 clients au rez-de-chaussée, c'est bien plus que chez Francis. Derrière le comptoir s'affaire une jolie jeune femme qui se présente comme étant Jeanne, avec un faux accent français à couper au couteau. Que peut-elle faire pour le client? Bobby explique qu'il a ses habitudes chez Francis, la serveuse fait la boue, un concurrent, oui, mais avait envie d'essayer autre chose pour une fois. Il la baratine sur le portrait de l'empereur Norton pour engager la conversation. Il est venu ici, peut-être? La serveuse glousse. Le restaurant n'était certainement pas ouvert de son temps. Mais c'est quelqu'un que les gens aiment bien, et puis un empereur, un prince, qu'importe. Il a bien fait de venir, le Petit Prince est un établissement de qualité, bien plus que chez Francis. Il prodigue les meilleurs plats et les meilleurs services, en tout genre, à l'étage. Bobby se montre enthousiaste. Il a hâte de voir ça. Mais en lui souriant, Jeanne lui explique qu'il faut y mettre les formes. Voici la carte qui comprend également, elle chuchote mais pour la forme, des boissons alcoolisées. Si le client veut bien s'installer à une table et consommer, il passera à n'en pas douter un excellent début de soirée, ce qui lui permettra ensuite de gagner l'étage pour prolonger l'heureuse expérience. Il lui suffit pour cela de payer le supplément chambre d'$1 pour chaque plat ou autre consommation, et cela lui donnera accès aux merveilles qui se trouvent à l'étage. Bien sûr, plus il consomme en payant le supplément, et plus la deuxième partie de la soirée sera satisfaisante à tout point de vue, notamment en termes de durée, mais pas uniquement. Bobby se dit ravi. Il va faire comme ça alors. Et il a des amis qui pourraient être intéressés aussi, il ne devrait pas tarder. Y aurait-il moyen de vivre cette expérience ensemble? Un tarif de groupe peut-être? Sans répondre précisément à ces dernières questions, Jeanne, qui glousse plus que jamais, elle assure que tout est envisageable dès lors que l'on paye ce qu'il faut et que l'on se comporte comme il faut. Bobby glisse un billet d'$1 à la serveuse qui le range dans son soutien-gorge avec une moue aguicheuse. Bobby Traven va s'installer à une table, en pesant son choix pour faire face à toute éventualité. Craignant les fenêtres, il choisit de se placer à l'angle opposé de l'escalier menant à l'étage, ce qui lui permet de le surveiller, ainsi que le couloir du fond à côté du bar, qui semble conduire aux réserves. Il est ainsi à l'autre bout de la pièce, mais en face de la porte à double battant des cuisines. Enfin, il se trouve non loin de la sortie. En attendant que ses amis le rejoignent, il jette un œil au tableau de nu, très photoréaliste, en se demandant si l'un d'eux pourrait représenter Clarice Whitman, mais ce n'est pas le cas. Quand une autre serveuse que Jeanne se rend à la table pour prendre sa commande, une très jeune fille délurée qui se présente comme étant Tiffany, il lui demande, en désignant les tableaux, si ce ne serait pas l'œuvre d'un certain Johnny. Il en a entendu parler et songe à lui commander quelque chose. Il aimerait bien avoir ce genre de tableau chez lui. La serveuse a l'air un peu étonnée. « Non, je ne suis pas bien sûr. » Le sujet semble la mettre mal à l'aise. Mais Bobby n'est pas encore prêt à commander, non, il lui faut étudier la carte. Tiffany s'éloigne, se rendant auprès d'autres clients. Mardi 3 septembre 1929, 19h, Le Petit Prince, 282 Ellis Street, Tenderloin, San Francisco.
Gordon Gore et Veronica Sutton ne tardent plus guère. La psychiatre a hâte de téléphoner à l'hôpital. Le dilettante lui avait demandé si elle ne préférait pas le laisser faire, mais non, elle a des contacts là-bas et devra probablement signifier quelques informations d'ordre médical. Elle voit que le téléphone se trouve à côté du comptoir et s'avance dans cette direction sans plus tarder. Tous deux ont repéré Bobby Traven, et réciproquement. Le détective l'est elle, en fait, et Gordon le rejoint, laissant Veronica s'occuper du téléphone. Le dilettante, quand il voit les tableaux, peut, à la différence de Bobby, constater qu'ils sont d'un style très évocateur des peintures de Jonathan Colbert qu'il avait vues le matin même à la Russian Gallery. Veronica Sutton se rend donc à la réception et demande à Jeanne l'autorisation d'user du téléphone du restaurant, pour une affaire médicale urgente. La serveuse est un peu surprise par cette précision, mais tant que la cliente paye la communication, cela ne pose aucun problème. Veronica joint l'hôpital Sainte-Marie, qui se trouve dans le quartier de Hyde et est le plus gros établissement médical des environs. Elle y avait exercé il y a quelque temps de cela, et elle connaît toujours nombre de membres du personnel. Désireuse d'accélérer le processus, elle contacte directement le docteur George Hanson, qu'elle connaît bien, et lui explique la situation. Les frais d'hospitalisation ne sont pas un problème, elle est liée à quelqu'un qui paiera sans y regarder à deux fois. Mais il faut envoyer une ambulance de toute urgence. Elle précise l'adresse exacte et que plusieurs de ses amis attendent là-bas l'arrivée de secours. Hanson s'en charge illico. Veronica lui fournit d'emblée quelques renseignements d'ordre médical afin que les ambulanciers s'occupent au mieux de la jeune femme. Faiblesse extrême, signes de grave malnutrition, catatonie, etc. Elle aimerait avoir des nouvelles au plus tôt. Elle donne donc à son collègue le numéro du Petit Prince, où elle se trouve pour l'heure, sinon Hanson connaît le numéro de son cabinet. Mardi 3 septembre 1929, 19h, rue du Tenderloin, San Francisco. Pendant ce temps, Zheng Zhu, Eunice Bessler et Trevor Pierce patientent aux côtés de la jeune femme à l'orée d'une ruelle donnant sur Ellis Street. Les autres clochards hagards sont toujours là. Eunice se penche sur la malade, qui ouvre soudainement les yeux, mais sans voir l'actrice pour autant, semble-t-il. Elle lève bien un bras qui erre comme pour la toucher, mais sans y parvenir, et elle le repose presque aussitôt. Eunice recule instinctivement. Courageuse mais pas téméraire, elle s'inquiète de ce que ces taches sombres soient contagieuses. Les autres clochards semblent alors prendre conscience de la présence des investigateurs, petit à petit. Ils sont toujours hébétés, mais réagissent un minimum à leur environnement. Zheng Zhu s'approche d'eux, il aimerait leur parler. Cette jeune fille est en piteux état. Sauriez-vous ce qui lui est arrivé? Pour toute réponse, car ils répondent d'une certaine manière, des marmonnements incompréhensibles. Ils réagissent vaguement au son de la voix du domestique, mais leurs yeux errent dans le vide sans se fixer sur lui. Les marmonnements s'étendent toutefois, un clochard, puis deux, puis cinq, et la jeune fille se joint à eux, même si elle est très faible, bien plus que les autres qui ne sont pourtant pas d'une santé resplendissante. Pendant ce temps, Trevor Pierce jette un œil aux affaires autour de la jeune femme. Des vêtements très divers, donc, dont elle ne semble pas s'être habillée elle-même, c'est plutôt qu'on les a entassés sur elle. Mais il y a quelques autres objets, notamment une petite bouteille de lait débouchée à portée de la main de la jeune femme. Mais elle ne contient pas du lait, plutôt de l'eau, semble-t-il, car plus qu'un fond, et très sale. Autre chose, de l'autre côté, et que le journaliste ne voit que parce que la jeune fille fait un petit mouvement, se tournant dans la direction de la bouteille, deux cadavres de petits oiseaux comme des moineaux, ou plutôt ce qu'il en reste, car ils ont visiblement été mangés pour l'essentiel. Zheng Zhu, frustré de ne pas obtenir de réponse intelligible, guette un autre clochard qui se montrerait plus réceptif, mais tous ceux qui restent semblent dans le même état. Les autres, qui étaient plus lucides, ont tous déguerpi. Mais, tandis que le domestique balaye des yeux les environs, un des sans-abri hébétés, de manière étonnamment brusque, le saisit par le cou. Il ne serre pas vraiment, pas au point de l'étrangler en tout cas, mais s'y accroche d'une certaine manière, en braillant cette fois, plus en marmonnant, des choses incompréhensibles. D'un geste vif, Zheng Zhu se dégage de l'emprise guère assurée du clochard, qui n'insiste pas. Mais ses borborigmes ont alors quelque chose de déçu. Il ne fait plus du tout attention au domestique et s'éloigne en titubant à très petits pas. Quelques minutes plus tard, l'ambulance arrive enfin, qui se gare dans Hill Street, au bout de la ruelle. Deux infirmiers avec un brancard en sortent et s'avancent vers le petit groupe. Ils s'occupent très professionnellement de la jeune fille, tout en posant des questions au petit groupe. S'ils ont quelques précisions à fournir concernant l'état de la jeune femme? Pas vraiment. Les ambulanciers confirment à Zheng Zhu qu'ils vont emmener la fille à l'hôpital St. Mary. Eunice Bessler leur demande s'il leur sera possible de lui rendre visite. Sans doute. Ils n'ont aucune idée de son identité, au fait? Pas la moindre. Tant pis, disons Jane Doe pour le moment, on fera avec.
Il les remercie et ne s'attarde pas davantage. Elle a besoin de soins urgents. Trevor Pierce remarque qu'ils ne se sont pas embarrassés des affaires de la jeune femme. Ils ont laissé les vêtements qui étaient entassés sur elle, ainsi que la petite bouteille de lait qu'ils n'ont pas touchée. Le journaliste la ramasse, un peu perplexe. Mais tandis que Trevor Pierce fouillait dans les affaires de la clocharde et que l'ambulance s'en allait, Zheng Zhu et Eunice Bessler ont remarqué qu'un sans-abri, à l'angle d'une ruelle, les épiait, celui qui, un peu plus tôt, s'était adressé à Veronica Sutton. Il comprend que les investigateurs l'ont vu, ce qui le fait trembler. Eunice l'interpelle. Ils aimeraient lui parler. Mais le clochard, visiblement très effrayé, crie dans son sabien d'ivrogne. Va l'enlever. Va crever. Puis il détale aussi vite qu'il le peut. Zheng Zhu se lance à sa poursuite, il patine un peu, mais le sans-abri, paniqué et sans doute un peu ivre, perd quand même du terrain, d'autant qu'il s'arrête à chaque intersection, hésitant visiblement toujours sur la route à prendre. En 2 ou 3 croisements à peine, le domestique parvient à rattraper le clochard, qui s'est finalement engagé dans une ruelle obstruée par des déchets, pas une impasse à proprement parler, mais il est peu ou prou dos au mur quand Zheng Zhu l'atteint, et il est terrifié. « C'est moi. Mais le domestique lui enjoint de se calmer. Il veut seulement lui parler, rien d'autre. Il semble savoir ce qui est arrivé à la jeune fille et s'en inquiéter. Peut-il lui en dire plus? Paniqué, le clochard lui répond cependant. Fais ce qu'on a pu pour l'aider. Elle est froid et faim. Faut pas l'emmener. Va crever s'il n'est pas ici. Zheng Zhu tente de l'interrompre à plusieurs reprises, mais le sans-abri parle en continu. Le domestique parvient cependant à lui dire qu'il lui semblait plutôt que c'était si elle restait ici qu'elle crèverait. Non, le danger, cela, la noire démence. Il a clairement fait un effort pour articuler ces derniers mots. Zheng Zhu, intrigué, lui demande. La noire démence? Qu'est-ce que c'est? Ces taches noires sur sa peau, c'est ça la noire démence? L'homme semble acquiescer, mais balbutie plus que jamais. Zheng Zhu n'identifie que quelques mots ça et là. Manger, des visions. Puis, c'est ça, c'est chez nous. Mais comment est-ce que ça s'attrape? Le clochard baisse le ton, il semble se calmer un peu. Fatché, touche, disparaît, paf, t'es pas là. Touché aux taches, le clochard écarquille soudain les yeux et tente de s'enfuir. Zheng Zhu glisse en essayant de le maîtriser, mais le sans-abri se vautre dans une flaque. Voyant le domestique l'approcher, il hurle terrifié. Tchè pas. Le chinois l'assure qu'il n'a rien à craindre, mais le clochard semble alors se résigner et d'une toute petite voix gémissante. Ftu. Zheng Zhu lui dit qu'il semble avoir besoin d'aide. Il pourrait peut-être appeler une autre ambulance. Zheng Zhu remarque alors une vieille clocharde qui s'avance lentement derrière lui, en rien agressive. Elle semble exprimer le même fatalisme que le sans-abri qui gît par terre. Elle, cependant, s'exprime tout à fait clairement, même si avec des trémolos dans la voix. Faut le laisser, monsieur. C'est déjà assez dur comme ça. Faut le laisser. Zheng Zhu est intrigué. Pourquoi cela? Il veut seulement l'aider. Il ne faut pas le laisser là, comme ça. Vous allez pas l'aider. Nous, on va s'occuper de lui. C'est ce qu'on fait toujours. Mais pas vous. Vous... Elle s'interrompt, puis... Ne touchez personne. Je vous en prie. Alors, peut-elle lui en dire plus sur cette histoire de folie noire? La noire démence. C'est comme ça qu'ils disent à l'hôpital. Elle affiche un étrange sourire triste empreint d'ironie. Un truc très local. Quoi? Le quartier? Oui. Mais faut demander aux médecins. Sauf qu'ils en savent pas beaucoup plus. Mais il y a juste un truc qui est certain. Les gens d'ici, qui sont touchés, ils sont là, ils ne sont plus là. Et ça se finit mal. Nouveau silence, puis... Faut nous laisser, monsieur. Zheng Zhu est très surpris par tout cela, mais décide de les laisser tous deux en paix et de s'en aller. La clocharde se rend alors auprès du sans-abri qui pleure et adresse une dernière remarque à Zheng Zhu. Monsieur, ne touchez personne, s'il vous plaît. Eunice Bessler et Trevor Pierce n'ont pas osé emboîter le pas à Zheng Zhu, poursuivant le clochard. Ils sont restés dans la ruelle et attendent le retour de leur ami. Quelques minutes s'écoulent. Eunice est morte d'inquiétude. Ce sans-abri avait l'air moins amorphe que les autres. Mais Zheng Zhu revient enfin et l'actrice l'assaille aussitôt de questions. Va-t-il bien? Oui. Et il a rattrapé le clochard, qui lui a tenu un bien étrange discours. Mais une femme sans abri s'est montrée plus loquace, ou en tout cas plus compréhensible. Il ne sait pas ce qu'il faut en retenir, mais tous deux ont parlé d'une noire démence, une affliction à les en croire propre à ce quartier.
et qui fait disparaître ses victimes peu à peu. Une maladie contagieuse, semble-t-il, et elle lui a répété de ne toucher personne. La jeune femme avait ces taches étranges, peut-être était-ce à cela qu'il faisait allusion. Voyant Trevor la bouteille de lait à la main, Zheng Zhu lui dit qu'il devrait faire attention, c'était peut-être pas très prudent de la manipuler davantage. Mais Eunice fait la remarque que le domestique a été touché par un de ses clochards. C'est exact, et ça l'inquiète. Quand cette femme lui a dit de ne toucher personne, était-ce pour éviter qu'il ne soit contaminé ou qu'il ne contamine les autres? Il va faire très attention à ne toucher personne. Peut-être ne s'agit-il que de fantasmes sans garde-sens. Il faut contacter l'hôpital Sainte-Marie, voir ce qu'ils diront de leur nouvelle patiente, et peut-être auront-ils des médicaments. Contrairement à ce que semblent penser les clochards du Tenderloin. Trevor redoute cependant que le seul résultat soit qu'on les mette en quarantaine, perspective qui n'effraie pas Zheng Zhu. Si cela doit être fait, je ne voudrais pas être à l'origine d'autres cas. Mais il est maintenant temps de rejoindre les autres au Petit Prince. Le domestique rappelle qu'il vaut mieux qu'ils ne se mettent pas à leur table, mais en prennent une autre. Mardi 3 septembre 1929, 19h30, Le Petit Prince, 282 Eddy Street, Tenderloin, San Francisco. Pendant ce temps, au Petit Prince, Gordon Gore a rejoint Bobby Traven à sa table et Veronica a fait de même après avoir mis fin à sa conversation téléphonique. Ils ont commandé des boissons alcoolisées accompagnant chaque menu, Gordon payant pour les autres, supplément chambre inclus à chaque consommation. Bobby lui a lourdement fait comprendre qu'il lui faudrait aller à l'étage à un moment ou un autre. Alors que la foule à l'intérieur commençait à devenir plus ample, jusqu'à atteindre bien 60 ou même 70 personnes. Une clientèle bigarrée, éventuellement des gens de la bonne société qui viennent s'encanailler un petit peu. Certains ne viennent ici sans doute que pour manger, mais ceux qui comptent profiter des services du bordel à l'étage sont probablement au moins aussi nombreux. Les serveuses déambulent au milieu des tables et il ne fait guère de doute qu'un certain nombre d'entre elles ont la double casquette à la fois de serveuses et de prostituées. Par ailleurs, des gros bras, de manière très visible, surveillent la salle et les allées et venues à l'étage, depuis une table qui leur est réservée à côté de l'escalier. Plus tard, Eunice Bessler, Trevor Pierce et Zheng Zhu pénètrent à leur tour dans le restaurant et s'installent donc à une autre table, en face de l'escalier menant à l'étage, de l'autre côté de la pièce par rapport à la table de Bobby Traven. Mais non loin de la sortie là encore. Le détective s'en étonne d'ailleurs. On pue ou quoi? Mais Gordon Gore lui explique qu'ils en avaient convenu ainsi, au cas où. Le temps passe. Les plats sont de bonne qualité, les boissons alcoolisées également. Les convives discutent de choses et d'autres, des tableaux, de la jeune clocharde, etc. Mais ils gardent l'œil ouvert sur ce qui se passe dans la salle et les allées et venues dans l'escalier. Ils sont cependant plus ou moins discrets à cet égard. Puis Zheng Zhu, et quelque temps après, à l'autre table Bobby Traven, remarque qu'un autre homme, dans le restaurant, donne l'impression de faire exactement comme eux. Il scrute la foule, mais il est tout seul à une table à l'écart, non loin de la porte à double battant des cuisines, et donc plus proche de la table de Bobby, qui le désigne à l'attention de Gordon Gore. Ce type là-bas, il n'est pas là pour admirer la dentelle. Il est comme nous, il cherche quelque chose. Le détective propose d'aller lui parler. Si le dilettante peut allonger un peu de monnaie, au cas où. Zheng Zhu, voyant Bobby faire, choisit de lui laisser l'initiative, conscient par ailleurs que la couleur de sa peau attire probablement l'attention et qu'on ne lui passera pas autant. Bobby Traven s'avance donc vers la table de l'homme observateur, nonchalamment, il ne veut pas le brusquer. Arrivé auprès de lui, il lui demande s'il peut s'asseoir. L'homme, un colosse au cou massif, à la chevelure et à la moustache rousse et broussailleuse, et dont le nez cassé laisse entendre qu'il a connu sur l'autre bagarre, ce en quoi il n'est pas si différent de Bobby, lève son verre et, d'un signe de la tête, lui indique qu'il peut s'asseoir, oui. Le détective propose de lui offrir un verre. L'inconnu ne dit pas non, après celui qu'il est en train de savourer. Bobby commande un autre verre pour lui-même au passage. Puis, droit au but. Serait-il possible que l'inconnu soit en train de chercher une jeune fille disparue? L'homme lui retourne exactement la même question. Serait-il possible qu'un peintre soit mêlé à l'affaire? C'est bien possible, oui. Un peintre et quelqu'un d'autre. Bobby dit qu'il voit bien le peintre et la fillette, mais ce quelqu'un d'autre, son interlocuteur semble avoir une longueur d'avance sur lui. Pas forcément, répond-il, car c'est ce quelqu'un d'autre qu'il connaît vraiment et non le peintre. Peut-être pourrait-il échanger quelques informations alors. Tous deux s'accordent en tout cas sur un point, c'est là-haut que ça se passe. Oui, ils ont tous deux payé le supplément chambre et certainement pas pour les galipettes. Mais l'homme préfère patienter encore un peu avant de gagner l'étage. Il attend que quelqu'un se montre au rez-de-chaussée.
Votre peintre ou mon type. Bobby dit alors qu'il espère que M. Whitman le paie bien, et son interlocuteur tique cette fois et fronce les sourcils. Il semblerait qu'il n'ait pas le même commanditaire. Bobby ajoute quelques détails concernant les peintures scabreuses, mais l'homme inconnu n'en est que plus convaincu qu'il y a un souci, et les allusions cryptiques le fatiguent. Vos copains là, à cette table, et à l'autre là-bas, ils se montreraient plus explicites. Je devrais peut-être m'inviter à une de ces deux tables. Il se lève et s'avance vers Gordon Gore et Veronica Sutton. Bobby lui emboîte le pas. L'inconnu n'a pas le temps de demander à s'asseoir que Bobby Traven lui indique une chaise contre le mur. Gordon Gore, un peu surpris de la tournure des événements, se montre néanmoins très courtois. Un invité surprise. Je crois que nous n'avons pas été présentés. Pour ma part, je suis Gordon Gore. Le nouveau venu dit s'appeler Mac Hornsby et avoir entendu parler du dilettante. Après avoir obtenu le nom de Veronica Sutton, il va droit au but. Il est ici pour une enquête, probablement liée à la leur. Mais votre gorille, là, ne se montre pas très coopératif, alors qu'il a visiblement anguille sous roche. Une conversation franche sera sans doute profitable à tout le monde. Gordon taquin félicite Bobby pour sa trouvaille, puis joue franc jeu. Ils sont sur la piste d'un certain Johnny, un peintre qui a disparu, possiblement avec une jeune femme. Hornsby lui demande s'il pourrait avoir le nom de cette jeune femme, mais Gordon lui rétorque que c'est maintenant à son tour de lâcher quelques informations. C'est de bonne guerre. Je suis un agent de la Pinkerton. J'ai été engagé pour retrouver une jeune fille qui a disparu. J'ai vaguement entendu parler d'un certain peintre, mais bien davantage de son acolyte. Il hésite, soupire, puis un certain Andy Mackenzie. À vous maintenant. Gordon joue le jeu. La jeune fille que nous cherchons, son nom est Clarice Whitman. Nous sommes d'accord? L'homme de la Pinkerton lui répond. Nous sommes d'accord que c'est la jeune fille qui vous intéresse, vous. Mais celle que je recherche, moi, s'appelle Bridget Reese, et il semblerait bien que dans les deux cas, nos deux Gugus soient impliqués. Le nom de Bridget Reese n'est pas inconnu à Gordon. En fait, il a eu l'occasion de la rencontrer, et surtout son père, Bird Reese, un très riche propriétaire foncier de San Francisco, une des sommités de la ville, du niveau de Timothy Whitman ou de lui-même. Il se souvient de la disparue, une jeune fille dans les 18-19 ans, jolie blonde, un peu effrontée, pas du tout la même allure que Clarisse, mais la même extraction, peut-être la même psychologie. Leurs deux affaires sont donc extrêmement similaires. Et Gordon ajoute qu'ils viennent de tomber non loin sur une troisième jeune fille riche, issue de la meilleure société de San Francisco, davantage mormonde que le vôtre sans vouloir vous offenser, mais réduite à la misère et même plus que ça. Ce qui commence à faire beaucoup. Ils le réalisent en même temps que Hornsby et tous deux ne cachent pas leur inquiétude. L'homme de la Pinkerton avoue qu'il a du mal à voir son bonhomme dans quelque chose de pareille envergure. Pour Gordon, en tout cas, la question ne se pose même plus. Ils doivent collaborer de manière plus franche. Ils ont beaucoup à s'apprendre mutuellement. D'autant qu'il ne cache pas se méfier de son employeur, Timothy Whitman, dont l'intérêt dans cette affaire n'a probablement pas grand-chose à voir avec l'amour paternel. Pour Hornsby, ce n'est pas si étonnant que cela, la crainte du scandale, mais Gordon pense que cela va au-delà de la seule réputation. Hornsby reprend, ou alors c'est une question d'argent, c'est mon impression. Le dilettante avance qu'il devrait peut-être se rendre à l'étage, mais son interlocuteur préfère attendre encore un peu. S'ils montent là-haut sans en savoir davantage, ils ne sauront pas où chercher, et les gros bras de Biggs les en délogeront avant qu'ils ne trouvent quoi que ce soit. Il s'attend à voir débouler Andy Mackenzie au bar, mieux vaut ne pas bouger d'ici là. Le dilettante suppose qu'ils vont procéder de même dans ce cas. Au-delà, ils vont faire bande à part pour le moment, mais Gordon tend à l'homme de la Pinkerton sa carte, qu'il n'hésite pas à le contacter. Hornsby acquiesce et retourne à sa table. Mardi 3 septembre 1929, 22 heures, Le Petit Prince, 282 Ellis Street, Tenderloin, San Francisco. La soirée avance. L'assistance est de plus en plus joyeuse, parfois même délurée, même si les serveuses ont clairement pour consigne de distinguer le restaurant au rez-de-chaussée du bordel à l'étage. Les investigateurs aux deux tables continuent de surveiller les environs, mais sans se montrer toujours très discrets, notamment Bobby Traven et Veronica Sutton. Tous deux, à la même table, font une maladresse en même temps. Et au bout d'un moment, trois personnes se feraient un chemin jusqu'à la table où sont assis ces derniers en compagnie de Gordon Gore. Deux hommes de main et, entre eux, à l'évidence, Parker Biggs, qui a l'air furieux dans son costume bien taillé. Bobby le reconnaît sans peine et commence à saluer le propriétaire du Petit Prince, mais il a à peine le temps de prononcer quelques mots qu'il est sèchement interrompu. « Ta gueule !» Biggs s'empare d'autorité d'une chaise et s'installe à leur table. Il fait signe à un de ses gorilles d'aller chercher Mac Hornsby, tandis que l'autre reste à ses côtés, l'air menaçant. Le gangster se présente. Il est le propriétaire et le gérant de cet établissement de qualité.
et n'a pu s'empêcher de remarquer leur cirque, à épier ainsi sa clientèle, ce qu'il n'apprécie vraiment pas. Il aimerait donc savoir ce qu'ils font au juste ici. Silence. Parker Biggs les presse de répondre de manière très insultante. Finalement, Gordon Gore, vous avez peut-être entendu parler de moi, se lance. On lui a confié une enquête requérant la discrétion et qui l'a conduit ici. Outre bien sûr la curiosité pour cet admirable restaurant, voyez-vous. Il aimerait rencontrer un certain Mackenzie dont il a appris qu'il se trouvait dans les lieux. Biggs, qui avait froncé les sourcils au mot d'enquête, éclate alors de rire. Quelqu'un qui voudrait rencontrer Mackenzie, ça lui ferait bizarre d'apprendre ça. Mais il se crispe à nouveau. Vous vous êtes montré franc en parlant d'enquête, monsieur Gore, et j'apprécie la franchise. Beaucoup moins l'idée d'une enquête, cependant. Racontez-moi donc votre histoire, et si c'est une bonne histoire, quand je vous foutrai dehors, j'oublierai peut-être de vous briser les phalanges. Gordon n'est visiblement pas insensible à cette menace, mais il choisit de répondre sur le même ton. Il est à la recherche d'une jeune femme du nom de Clarice Whitman. Si vous nous brisez les phalanges, et je ne doute pas que vous en soyez capable, ça ne s'arrêtera pas là. Monsieur Whitman est une des personnes les plus influentes dans cette ville, et moi aussi, à vrai dire. Biggs se renfrogne encore un peu plus, mais le dilettante poursuit. Il ne s'agit pas de rendre le patron du Petit Prince responsable de la disparition de cette jeune fille, bien sûr. Biggs serre les dents de plus en plus courroucées. Mais ce Mackenzie, c'est autre chose, et il fréquente visiblement cet établissement, et Biggs l'interrompt. J'avais réclamé une bonne histoire, et pour le moment, je m'ennuie. Ça va s'améliorer, ou bien il est inutile d'attendre plus longtemps, et je vous fous dehors tout de suite. Gordon fait de son mieux pour rester stoïque. Si vous m'interrompez tout le temps. Mais il fait nouvelle catastrophe. J'ai demandé un test de crédit à Gordon à -1. Il a 90 dans cette compétence, mais obtient un 98. Puis il commet une nouvelle maladresse sur un autre jet. Il perçoit bien que son prestige n'impressionne pas le moins du monde Biggs, et ses explications sont toujours plus embrouillées, surtout quand il mentionne les clochards, leurs tâches. Il ne cesse de répéter que, bien sûr, M. Biggs ne sera jamais impliqué dans cette affaire, et... Non, ça n'a rien d'une bonne histoire. On dirait un peu ce qu'on trouve dans ces pulps, là, des intrigues tordues et inutilement confuses, jamais vraiment liées, des rebondissements qui ne servent à rien, des personnages qui tombent comme des cheveux sur la soupe. Non, ça n'est vraiment pas une bonne histoire. Il fait signe à ses gorilles de sortir les indiscrets. Les deux hommes s'avancent, l'air très menaçant. Et Gordon tente le tout pour le tout. Il sort son portefeuille, en extrait quelques liasses de billets. Allons, allons. Et rien ne pouvait ulcérer davantage Biggs à ce stade. Il se lève brusquement et tente d'assonner un violent coup de poing dans la face du dilettante. Emporté par sa colère, Parker Biggs se montre toutefois imprécis. Il trébuche en s'avançant, et Gordon Gore esquive le coup sans peine. McCornsby s'est aussitôt levé et a reculé, les mains en l'air, signe qu'il va sortir du restaurant sans faire plus de difficultés. Mais les deux gorilles se lancent dans leur bagarre à leur tour. Gordon adresse un regard désespéré à l'autre table, à Zheng Zhu tout spécialement, comme par réflexe. Bobby Traven essaye de contenir Biggs, lui faisant la remarque qu'il y a une femme à cette table et qu'il cède à la colère dans son propre établissement, mais le tenancier du Petit Prince est trop furieux pour qu'on puisse le raisonner. Et la foule succombe à la panique, les clients comme les serveuses. Tout le monde hurle, les chaises sont renversées et on se presse vers la sortie, ce qui n'arrange rien. Zheng Zhu dit à Trevor Pierce qu'ils n'ont pas le choix, il leur faut intervenir. Eunice Bessler, craintive, reste derrière le domestique. Quant à Veronica Sutton, elle n'en mène pas large et cherche à sortir du restaurant dans la foulée de McCornsby. Zheng Zhu parvient à traverser la foule jusqu'à la bagarre et dégaine son automatique calibre 38 qu'il lève dans le dos de Parker Biggs en lui intimant de cesser. Ne m'obligez pas, mais l'intimidation ne prend pas. Le patron furieux ne lui prête pas la moindre attention, et Gordon Gore s'étant esquivé, et paniqué, il dégaine à son tour son Luger modèle P08, c'est à Bobby Traven qu'il s'en prend. Eunice Bessler sort à son tour, son Derringer, dont elle aimait tant parler, mais a la fâcheuse impression d'être parfaitement ridicule avec ce minuscule pistolet à un coup dont elle ne sait pas vraiment se servir, quoi qu'elle ait pu en dire. Zheng Zhu n'ose pas faire usage de son arme, et frappe Biggs à la nuque de la main gauche. Le gangster du coup se retourne vers lui. Bobby profite de ce que le domestique a détourné l'attention du patron du restaurant pour s'en prendre au gorille le plus proche, mais sans succès. Trevor Pierce a également son revolver en main, mais il n'est guère confiant, et personne ne prête attention à ce qu'il peut bien faire. Veronica Sutton gagne la sortie juste derrière McCornsby, lequel, voyant que la situation dégénère, lâche un juron, et même si cela lui déplaît autant que possible, il revient vers la bagarre, tentant de séparer les combattants. Biggs rate Zheng Zhu, mais les deux gorilles frappent violemment Bobby, qui est sonné.
Gordon Gore succombe à la panique et fait feu sur le garde du corps le plus proche. Mais il tire dans le vide et, par miracle, ne touche personne d'autre. Eunice Bessler ne sait absolument pas quoi faire et tente un coup de pied sur Parker Biggs sans le moindre effet. Zheng Zhu essaye à nouveau l'intimidation, mais autant s'adresser à un mur. Bobby Traven, secoué par les gorilles, dégaine son pistolet et tente de tirer dans la foulée, mais la balle se perd dans le plancher. Trevor Pierce n'ose pas faire usage de son revolver et s'empare d'une chaise en guise d'arme improvisée. Veronica Sutton sort complètement du restaurant tandis que Mac Hornsby est repoussé par le gros bras qu'il avait essayé de maîtriser, qui se retourne vers lui par réflexe. Biggs est trop courroucé pour se montrer efficace, mais le dernier gorille colle une grosse mandale de plus à Bobby qui commence à accuser le coup. Gordon Gore bat en retraite dans la direction de la porte du restaurant, en prenant garde à ne pas tourner le dos à la bagarre et en faisant signe aux autres de le suivre. Eunice Bessler est à nouveau emportée par ses fantasmes cinématographiques et s'empare d'une bouteille pour l'écraser sur la tête de quelqu'un, comme dans les westerns. Sauf qu'elle ne parvient même pas à briser la bouteille tant son coup est faible. Zheng Zhu cependant parvient à sonner un violent coup de pied dans le genou de Parker Biggs, qui s'effondre en hurlant sous le coup de la douleur. Il a peut-être la jambe cassée. Bobby Traven tire dans le ventre du gorille, qui s'en prenait toujours à lui, quasiment à bout portant. Le coup n'est pas mortel, mais c'est extrêmement douloureux, et le molosse saigne abondamment. Il est hors de combat, ce qui n'empêche pas Trevor Pierce de lui écraser sa chaise sur la tête. Veronica Sutton, seule du groupe, a pu sortir du restaurant, mais elle est noyée dans la foule paniquée qui évacue le petit prince en criant. Mac Hornsby, qui était encore assez proche de la sortie, lâche l'affaire. Il jure « Putain, mais quelle bande de cons !» et disparaît au milieu de la foule. À l'intérieur, Parker Biggs atterre Ceci en hurlant la jambe de Zheng Zhu, qu'il déséquilibre sans lui faire de dégâts, mais le garde du corps qui restait en profite pour le frapper. Gordon Gore, dépassé par les événements, crie dans une vaine tentative de rappeler les combattants à la raison. Eunice Bessler, excédée par le mauvais coup de Biggs sur Zheng Zhu, tente de s'en prendre à lui, et ce qui devait arriver arriva. Les talons hauts n'étant guère appropriés à la bagarre, la starlette fait un faux mouvement et s'affale par terre. Zheng Zhu parvient cependant à frapper son dernier assaillant au talon d'Achille, et il est hors de combat. Bobby Traven gaspille une balle, n'atteignant pas sa cible, de toute façon sérieusement amochée. Trevor Pierce ne sait absolument pas quoi faire, mais il remarque un troisième gorille qui était resté au niveau de l'escalier, mais est obligé d'intervenir au vu de la mauvaise posture de son patron et de ses collègues. Et lui n'hésite pas à dégainer son revolver. Dehors, Veronica Sutton constate que 3 policiers approchent en courant, matraque dégainée. Pénétrer dans le restaurant ne leur prendra que quelques minutes, même s'il leur faut gérer la foule sur le chemin. La psychiatre est désemparée, et en même temps un peu soulagée. Avec de la chance, l'intervention de la police fera que personne ne mourra à l'intérieur. Mac Hornsby, quant à lui, lâche un ultime « Fuyez, bande de cons !» et détale sans plus attendre. Il n'a aucune envie d'avoir affaire aux flics. À l'intérieur, Parker Biggs et 2 de ses gardes du corps se traînent par terre en gémissant. Ils perdent beaucoup de sang. Il ne reste plus de valide que le dernier gangster qui ne sait pas vraiment quoi faire, mais il remarque Trevor Pierce qui cherche à s'emparer de son revolver calibre 32 et il lève son arme dans sa direction. Gordon Gore essaye de lui tirer dans les jambes, mais rate encore une fois, tandis que Eunice Bessler, désemparée et excédée, lui jette sa chaussure à la figure. Zheng Zhu tire lui aussi, sans succès, mais Bobby Traven lui loge une balle dans le torse. L'homme ne meurt pas sur le coup, mais il est très sévèrement touché. Trevor Pierce le garde en joue à tout hasard, mais se dirige vers la sortie. Mardi 3 septembre 1929, 23h, devant le Petit Prince, 282 Ellis Street, Tenderloin, San Francisco. Veronica Sutton voit les policiers sur le point d'entrer dans le Petit Prince. Les autres vont vraisemblablement finir au poste et elle n'a aucune envie d'y aller elle aussi. Elle a perdu Mac Hornsby dans la cohue et s'éloigne discrètement tout en gardant un œil sur la scène. Gordon Gore se dirige vers la sortie et invite ses camarades à faire de même. Il faut déguerpir d'ici avant que la police n'arrive. Mais il n'a même pas le temps de le dire. À peine a-t-il franchi la porte du restaurant qu'il tombe sur 3 policiers stupéfaits et qui dégainent le revolver et les pointent instinctivement sur lui. Gordon lève les mains, Eunice Bessler, qui l'avait suivi de près, de même. Tous 2 jouent la comédie, remerciant les agents d'être venus. C'est qu'ils ont été pris dans une invraisemblable bagarre, et puis apparaît Zheng Zhu, clopin-clopin, qui en rajoute. On a agressé son maître. Un des policiers, le chef visiblement, s'approche de lui et le tient en joue. Ta gueule, ta gueule! Il fait signe à ses 2 collègues d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur du Petit Prince, où Bobby Traven est debout, mais son état n'est pas glorieux pour autant, et les flics le braquent avec, ainsi que Trevor Pierce. Gordon Gore doit prendre les choses en main. À son habitude, il commence par dire son nom, dans l'espoir que cela suscite une réaction.
Mais ce n'est pas le cas. Il raconte aux flics que lui et ses camarades ont été agressés dans le restaurant par son propre gérant, à ce qu'il semblerait. Et c'est intolérable. Mais ça ne prend pas. À l'intérieur, un des flics crie « Putain, c'est Biggs! Il est mort ?» Non, merde. Trevor s'avance vers eux et dit lui aussi ce que ce Biggs et ses hommes s'en sont pris à eux sans la moindre raison. D'autres policiers rejoignent la scène et sortent des menottes. Ils vont les coffrer. Gordon revient à la charge. Vous connaissez peut-être mon nom, encore une fois, et n'hésite pas à jouer l'important. Le chef des policiers réagit cette fois, qui braque Zheng Zhu, mais commence à abaisser son arme. Oui, le nom de Gordon Gore lui dit bien quelque chose, et il est tout disposé à croire que ce connard de Biggs a cherché la merde. Lui aussi est visiblement déçu que le restaurateur soit toujours vivant. Mais il ne peut pas laisser M. Gore et ses amis partir comme si de rien n'était. D'une manière ou d'une autre, ils doivent les suivre au poste. Là-bas, on verra. Le policier, sans doute, sans le dire, laisse entendre qu'un pot de vin pourrait arranger les choses. Mais, de toute façon, ils ne couperont pas au minimum à la déposition. Gordon l'assure de leur entière coopération. Zheng Zhu lui demande à son maître s'il ne devrait pas conduire Bobby Traven à l'hôpital. Lui-même aurait besoin de soins et le flic s'énerve. Pas question. Et puis quoi encore? Tous au poste, tous. Et les policiers confisquent leurs armes. Ils échappent aux menottes par égard pour M. Gore, mais qu'ils ne jouent pas au plus malin. Ils sortent tous ensemble du Petit Prince, tous sauf Veronica Sutton, bien sûr, qui était déjà à l'extérieur quand les flics sont arrivés, et ils ne lui ont pas accordé la moindre attention. Mais, alors même que les policiers les font grimper dans le panier à salade, Gordon Gore ainsi que Eunice Blesser et Zheng Zhu remarquent dans la foule des badauds que la scène attire immanquablement un visage qui ne leur est pas inconnu, celui de Jonathan Colbert, qui ne s'attarde pas davantage et s'en va. Mais Gordon tente le coup et crie « Johnny !» Par réflexe, le jeune homme se retourne, lui adresse un regard interloqué, puis recommence à s'éloigner d'un pas tranquille. Les policiers les font grimper dans le camion plus brusquement. Ils n'ont pas apprécié ce que vient de faire Gordon. Et le panier à salade s'en va, direction le commissariat du Tenderloin. Mais Veronica Sutton, grâce à l'initiative de Gordon Gore, remarque à son tour le peintre et le voit rejoindre un autre homme un peu plus loin dans la rue. Tous deux se regardent d'un air gare aimable. La psychiatre le perçoit bien, ces deux-là ne s'aiment pas du tout, mais ils s'en vont tout de même ensemble en marchant normalement. Veronica les suit brièvement, puis interpelle le peintre. « Monsieur Colbert !» Il s'arrête et se retourne à nouveau, l'air un peu agacé. Son compagnon fait de même, l'air perplexe. La psychiatre s'approche d'eux en disant qu'elle aimerait s'entretenir avec le peintre. Elle vient de la part de son père, ce qui stupéfie Johnny. « Mon père. Et qu'est-ce qu'il me veut, le vieux ?» Il se fait un sang d'encre. Il n'en a plus de nouvelles depuis 2 semaines. Si vous avez encore un peu de considération pour l'auteur de vos jours... Colbert l'interrompt aussitôt. « Mais ta gueule !» Et il s'éloigne à nouveau, ainsi que son associé, plus perplexe que jamais. La psychiatre ne s'avoue pas vaincue. « Et si je vous parlais de Clarisse, ça ne vous fait rien non plus ?» Il s'arrête, il semble réfléchir un bref instant, puis « Non, pas grand-chose. Je l'ai déjà oublié. » Mais le compagnon de Colbert ne semble pas apprécier qu'il réponde. Il lui donne une tape dans le dos assez éloquente et presse un peu le pas, entraînant le peintre avec lui. Veronica Sutton revient devant le Petit Prince. Le restaurant français est bouclé, des policiers veillent à sécuriser le périmètre et une ambulance est arrivée pour embarquer les blessés, Parker Biggs inclus. Prostituées et clients qui étaient restés à l'étage durant la bagarre sont évacués sans ménagement par les policiers et parfois dans le plus simple appareil. On les fait monter dans d'autres paniers à salade et il est assez peu probable qu'ils s'en tirent avec une simple déposition. Mais au bout d'un moment, la psychiatre remarque 2 policiers qui emmènent avec davantage de prévention une jeune femme blonde hâtivement recouverte d'un manteau, mais visiblement nue en dessous et complètement hébétée, sans doute l'effet d'une drogue, probablement de l'opium. Veronica s'approche d'eux et se présente comme étant médecin. Or, cette jeune femme a visiblement besoin d'aide. « C'est bien pour ça qu'on l'amène à l'hôpital », répond un des policiers sur un ton bourru, qui l'intime de circuler. Mais son collègue est plus ouvert. Ils vont installer la fille dans leur fourgon, et si le médecin veut les accompagner, jeter un œil sur elle, peut-être que ça sera utile, oui. Veronica l'en remercie et monte dans le panier à salade, elle sait qu'elle n'a pas à craindre de coups fourrés, où les policiers allongent la jeune fille. Un examen confirme qu'elle est droguée à l'opium, et la psychiatre sait comment la sortir de cet état d'hébétude. Reprenant peu à peu ses esprits, la fille dit qu'elle a froid, et son regard erre de part et d'autre. Veronica fait de son mieux pour la rassurer, et lui demande son nom.
La jeune fille semble y réfléchir, puis... Bridget? Elle ne sait pas où elle se trouve, ni ce qu'elle fait là. Véronica, qui explique être médecin, lui dit qu'elle a eu un malaise. Mais tout va bien se passer, on va la conduire à l'hôpital et on va s'occuper d'elle. Elle en a bien besoin. Le camion prend la direction de l'hôpital St. Mary. Là-bas, la psychiatre dit au policier qu'elle va rester à ses côtés et il lui demande son nom et elle le donne volontiers. Mercredi 4 septembre 1929, 0h30, San Francisco Police Department, Tenderloin, 301 Eddy Street, Tenderloin, San Francisco. Les autres sont conduits au commissariat du Tenderloin. Ceux qui avaient besoin de soins, Bobby Traven surtout, ont été hâtivement rafistolés. Les policiers ont l'air un peu embarrassés. Ils ne portent certes pas Parker Biggs dans leur cœur, mais les faits demeurent. Une fusillade dans un bordel et un speakeasy, de l'alcool et de la drogue, des filles mineures, Eunice Pessler rentre la tête dans les épaules, des blessés graves, c'est même un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort. Le commissaire a cependant une idée derrière la tête. Soyons francs, monsieur Gore, nous avons toutes les raisons de vous coffrer. Le dilettante comprend très bien que c'est un appel du pied à un pot de vin conséquent et plus encore. Il sait que la police de San Francisco est corrompue, c'est notoire, et c'en est une démonstration éclatante. D'une manière ou d'une autre, lui seul peut faire en sorte qu'il ne passe pas la nuit, le reste de la nuit, et peut-être bien davantage derrière les barreaux. Il fait sa déposition, les autres aussi, séparément, mais le contenu est globalement le même. Le fait est qu'ils ont bel et bien été agressés par Parker Biggs, après tout. Expliquer leur présence dans ces lieux et le fait qu'ils soient tous armés, et pas tous avec un permis, Zhengzhou et Eunice très clairement n'en ont pas, et celui de Bobby ne résisterait pas forcément longtemps face à une enquête approfondie, c'est une autre paire de manches. Mais les policiers sont disposés à ne pas poser trop de questions et à ne pas déclencher d'action publique, si le riche San-Franciscain veut bien faire quelques efforts. Gordon joue le jeu, préparant sans embâche une liasse conséquente de gros billets, mais en faisant comme si de rien n'était et en vitupérant en même temps contre ce fou dangereux qu'est Parker Biggs. Qu'est-ce qu'un maniaque comme lui fait en liberté, etc. Le commissaire, qui compte avec soin les billets, répond sur le même ton et confirme que la certitude que le gérant du Petit Prince, à maintes reprises accusé d'homicide, sans qu'on ait jamais rien pu prouver en cours, aille faire un tour en prison après un passage plus ou moins prolongé par la case hôpital, ce sera un soulagement pour tous. L'idéal aurait certes été qu'il meure, mais ce n'est pas ainsi que ça se passe, n'est-ce pas, conclut-il, avec un immense sourire. Avant de passer à toute autre chose, l'enveloppe de billets ayant intégré la poche intérieure de son uniforme, c'est qu'il y a quand même des choses bizarres dans cette affaire. Et notamment cette fille qu'ils ont trouvée à poil dans une chambre et complètement dans les vapes. Pas une pute, bien sûr, ils n'auraient rien trouvé d'étrange à tout cela dans ce cas. Non, c'est visiblement une fille de la haute, comme vous, monsieur Gore. Gordon admet que ce n'est peut-être pas totalement un hasard, évoquant un ami haut placé, Bud Reese, sans doute est sa fille Bridget. Il prétend avoir été engagé pour la retrouver suite à sa disparition, ne disant rien de Clarisse et Timothy Whitman. Et il se réjouit de ce que la police ait retrouvé la jeune fille dans cette confusion. Le commissaire n'insiste pas davantage, ce qui ne signifie pas qu'il soit crédule, mais deux noms aussi haut placés que ceux de Bud Reese et Gordon Gore sont une assez bonne raison pour passer outre à des poursuites. Reste un dernier point, les armes des investigateurs. Et le commissaire se montre ici intraitable. Elles sont confisquées. Il ajoute sur le mode de l'avertissement, on est en 1929, monsieur Gore, et à San Francisco, pas dans le Far West. Alors, vos délires de cow-boy, vous allez vous en abstenir. Les types en face, c'était pas des rigolos. Vous avez vraiment eu du bol. Si ça se reproduit, on ne pourra pas se montrer aussi conciliant. À supposer que vous ne creviez pas d'une balle en pleine tête. Message reçu. À suivre.